Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux numéros. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux aujourd'hui l'ambassadeur Tossi Panou. Bonjour ambassadeur. Bonjour Alfred. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Vous Merci. êtes négociateur senior pour les comptes de la RDC, mais aujourd'hui je vous reçois justement comme un expert congolais pour essayer de parler des questions d'actualité. C'est un plaisir d'être sur le plateau une fois de plus. Merci beaucoup. Donc, c'est un habitué de ces plateaux. Déjà, d'entrée de jeu, l'actualité dominée par le bloc gazier et pétrolier que la RDC vient de mettre en vente. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je pense que d'abord, il faut qu'on puisse dépassionner le débat. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de levées de boucliers. Il faut regarder les choses de manière objective. Est-ce que la RDC peut essayer d'identifier des leviers pour régler ses problèmes, réduire sa pauvreté, avoir les moyens de pouvoir gérer l'espace national? Est-ce que c'est un droit que nous avons ou non? Je pense que pour moi la question fondamentale est celle-là. Et voir que des gens de par le monde essayent de pouvoir empêcher le gouvernement de même faire l'évaluation de cette option-là me paraît un tout petit peu inapproprié. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de voir est-ce que le potentiel en hydrocarbures est-il réel? Pour cela, travailler avec certains partenaires pour faire ce qu'on appelle de la prospection, de l'exploration. Il ne s'agit pas encore de faire de l'exploitation. Mais même cela, on veut nous dénier ce droit. Or, et c'est un message certainement à nos amis des ONG internationales représentées ici, le développement durable a trois dimensions. L'environnement, mais également le social et l'économique. Moi, je veux bien que nous puissions sauver l'environnement de la RDC, nos forêts luxuriantes, notre méga biodiversité. Mais si, entre-temps, il y a une pauvreté abjecte, dont la finalité est l'élimination physique des Congolais, pour finir, nous allons sauver cet espace environnemental pour des Congolais qui seront morts. Donc je pense qu'il est normal qu'avec toutes les ressources naturelles que nous avons, certaines étant liées aux énergies, aux industries extractives, telles que les mines, telles que le pétrole, l'État peut essayer de voir comment pouvoir bénéficier de ces richesses-là. Il ne faut pas que ce soit fait à n'importe quel coût. Il faut faire des évaluations environnementales et voir si le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est un débat qui doit se faire de manière objective, de manière scientifique, de manière dépassionnée. Et moi, ce que j'entends ces jours-ci me fait un tout petit sourire. Mais il ne s'agit pas, comme vous le dites, d'explorer, mais il s'agit d'exploiter. Parce que là, on a lancé les appels d'offres, c'est pour avoir des partenaires qui peuvent venir exploiter. Oui, mais avant l'exploitation, qu'est-ce qu'il y a? Il faut savoir où c'est. Il faut savoir identifier où est le potentiel. Mais le gouvernement a déjà identifié. Oui. Il y a des données, il y a des indices, mais on n'a pas encore déterminé de manière spécifique, de manière précise, là où les réserves sont. Donc il faut que des gens viennent, qu'ils fassent un travail rigoureux, pour qu'on puisse identifier de manière spécifique où sont ces endroits où il y a des ressources gazières, des ressources pétrolières. Mais en fait, moi, ce qui me fait un tout petit peu sourire dans cette discussion, c'est qu'on essaie d'aller avec des images fortes. On essaie d'aller avec des idées préconçues. On dit qu'on va déclencher une bombe de carbone dans l'atmosphère. On dit qu'on va détruire l'environnement. Les mines, un secteur que je connais un peu, les mines sont assez destructrices. Parce qu'il faut faire de l'excavation. On sort du minerai. Un paysage est totalement détruit. Le pétrole, ce n'est pas le cas. Le pétrole, on identifie la poche, on fait un forage, on extrait l'huile et on l'exporte. Deux choses font peur dans le pétrole, c'est le torchage que l'on voit, puisque lorsque l'huile est sortie, elle est souvent associée à du gaz, et ce gaz-là est torché. Et effectivement, ce gaz-là qui est torché crée des émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, il y a des techniques modernes qui font que l'on puisse exploiter ce pétrole sans le torcher. Et la Norvège est un champion de cette technologie.
L'autre chose, c'est qu'on a peur des déversements. Et je suis moi-même épris des questions environnementales. Je pense que nous avons des ressources environnementales sans pareil qui sont importantes pour les Congolais eux-mêmes et qui sont importantes pour l'humanité. Et il faut qu'on les préserve. Et le risque zéro n'existe pas, mais il faut essayer d'entreprendre cette démarche de la manière la plus fiable possible en termes de sauvegarde environnementale, en termes de sauvegarde sociale. Et il y a moyen de le faire. Parce que, comme je le disais, le pétrole, il serait judicieux de le garder sous-sol, mais aujourd'hui, on en produit dans beaucoup de pays et on n'entend pas de catastrophes environnementales tous les jours. Donc pour moi, il y a moyen, en utilisant les techniques les plus modernes, en faisant des évaluations environnementales sur les impacts qu'on pourrait avoir et les mesures à mettre en place pour réduire ces impacts, on peut exploiter cette ressource. Et d'ailleurs, nous sommes très ouverts, je pense, en tant que RDC, à pouvoir apprendre les meilleures techniques qui font autorité ailleurs, de pouvoir apprendre pour éviter les erreurs qui ont été faites ailleurs et bénéficier des succès qui ont eu lieu ailleurs. Alors, cette démarche doit se faire de manière participative, de manière transparente, de manière ouverte. Et des ONG qui montent au créneau aujourd'hui de manière unilatérale devraient venir autour de la table pour qu'on ait une discussion informée, pour qu'on puisse dissiper les préoccupations qui sont les leurs et qui sont du reste légitimes. Okay. Mais seulement, il faut qu'on ne cède pas à l'émotion, il ne faut pas qu'on cède à une espèce d'exubérance irrationnelle où on commence à sortir des chiffres à gauche, à droite et faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'il y a des lois en RDC, il y a des réglementations qui sont extrêmement rigoureuses, notamment en matière environnementale, et l'État ne peut pas aller à contresens de ce que lui-même veut. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a superposition entre un bloc pétrolier et une aire protégée, en sachant qu'il y a une loi sur les aires protégées, on ne pourra pas aller faire de l'exploitation dans cette aire protégée. Parce que le bloc est grand. Il y a différents endroits où on peut aller pour faire le forage. Donc, il n'y a aucune raison d'aller faire ce forage dans l'aire protégée. Mais le problème, c'est qu'on ne veut simplement pas que la RDC puisse exploiter ce levier de croissance possible. Qui ne veut pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conspiration qui ne dit pas son nom, où on entend en tout cas des gens se lever à gauche, à droite pour dire ce n'est pas possible, nous sommes dans une ère où tout le monde a décidé d'aller dans l'après-pétrole, la Banque mondiale ne finance plus les projets d'hydrocarbures ni de charbon, etc. Or aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui nous pointent du doigt exploitent le pétrole eux-mêmes. Ils exploitent le pétrole. Vous avez cité la Norvège. Ils assurent un certain train de vie qui est d'ailleurs un pour pays leurs qui citoyens. finance la protection des forêts en RDC, mais exploite. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes levés aujourd'hui pour pointer du doigt la Norvège en leur disant il faut garder votre pétrole sous le sol? Est-ce que c'est ce que nous avons fait? Non. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse se respecter entre États. Hein? Nous sommes souverains et l'État peut identifier quels sont les potentiels de croissance pour réduire la pauvreté, parce que les Congolais sont pauvres. Hein. Les Occidentaux qui sont dans leur petite bulle de confort doivent arrêter de penser que quand on est au fin fond de la Chopo ou du Bawele ou du sud de Bangui, on sort de chez soi après avoir pris une douche avec de l'eau chaude et on va à l'alimentation du coin pour acheter à manger. Ils doivent en fait venir en RDC, aller dans ces zones-là, vivre une semaine, comprendre les réalités qu'il y a, comment est-ce que les gens sont en train de vivre d'énormes difficultés au quotidien, et ensuite faire montre d'un peu d'humilité et de moins de paternalisme. Donc je crois que c'est important que nous puissions partir sur ces bases-là et avoir une discussion en tout cas qui soit informée. Parce qu'ils disent qu'ils vont détruire les tourbières. En Indonésie, ils ont asséché les tourbières
pour faire la production d'huile de palme. Aujourd'hui, ça pose problème. Ces tourbières prennent feu, ça crée d'énormes émissions de gaz à effet de serre. Mais nous, nos tourbières, sont-elles les mêmes qu'en Indonésie? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'assécher nos tourbières qui sont parfois 2 mètres sous l'eau? Alors, l'exploitation pétrolière, il faut qu'on regarde, est-ce que ces blocs-là empiètent sur les tourbières? Si oui, qui dit que nous allons aller chercher le pétrole dans les tourbières? Donc, mais si le bloc est déjà mis en vente, non mais, vous voyez, on a un problème. Et qu'il y a X personnes qui viennent acheter X entreprises on a un grand chantier dans ce pays. C'est celui de l'aménagement du territoire. Nous avons une compétition pour l'occupation de l'espace entre différents secteurs. Il y a bien entendu notre cadastre foncier, il y a un cadastre agricole, il y a un cadastre forestier, il y a un cadastre minier et il y a certaines délimitations de blocs pétroliers. Et ces différents secteurs ne se parlent pas entre eux. Et il y a des chevauchements, il y a des empiètements. C'est comme ça. Ces blocs pétroliers ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent d'il y a longtemps. Peut-être même parfois avant que l'on ait classé certaines aires protégées. Donc le problème n'est pas de pointer du doigt lequel des secteurs a essayé d'entraver l'action de l'autre. Le problème c'est aujourd'hui, où sont les chevauchements et comment est-ce qu'on peut s'assurer que les deux activités se déroulent de manière à ce qu'elles ne soient pas mutuellement exclusives. Et comme je l'ai dit, si un bloc, et je pense qu'on fait souvent référence au bloc 4 et 5, 4 et 5 du Graben Albertine et au bloc de Lupemba dans la cuvette centrale. Donc ces blocs-là, s'il y a chevauchement, les compagnies qui vont venir, les partenaires qui vont venir, devront respecter la loi congolaise qui dit que ce sont des activités qui ne peuvent pas se faire dans des aires protégées. Et ça devra se faire à l'extérieur. Alors, pour me faire l'avocat du diable, parce que ces jours-ci on me traite de tous les noms, mais c'est juste un débat que moi j'essaie de mener de manière technique et scientifique, dépassionnée. Aujourd'hui, les pétroliers qui font de la sismique, qui font des études géophysiques, peuvent, sans être dans une aire protégée, déterminer s'il y a du pétrole ou pas dans l'aire protégée. Simplement en faisant des tests en lisière de cette aire protégée. S'il n'y a pas de pétrole, l'aire protégée ne sera pas inquiétée. Ils vont aller chercher les autres endroits dans le bloc. S'il y a du pétrole, maintenant ça devient une autre affaire. Est-il possible d'accéder à ce pétrole sans détruire l'aire protégée? Et aujourd'hui, de manière objective, les techniques existent. Parce que quand vous parlez avec des pétroliers, ils vous disent nous pouvons aujourd'hui, grâce à de nouvelles technologies, faire du forage en oblique. Faire du forage directionnel, comme ils disent. C'est-à-dire, on ne va pas dans une zone pour forer au-dessus, on est à l'extérieur et on arrive à accéder à la ressource. C'est ça qui s'est fait déjà en Ouganda. Voilà. Et on parle de profondeur de 3000 mètres. Donc 3000 mètres sous l'aire protégée, à telle enseigne que la faune, la flore de l'aire protégée n'est pas détruite. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, avec l'exploitation de gaz de schiste, où ils feront la fracturation des roches pour dégager la ressource en hydrocarbures, ça se fait à 300-400 mètres. Ça se fait aux États-Unis, là où sont basées certaines des ONG qui font du bruit. Donc peut-être qu'elle devrait plutôt aller demander qu'on mette des mesures environnementales plus rigoureuses aux États-Unis que venir chez nous. Mais attendez, monsieur l'ambassadeur, oui. Vous confirmez que vous êtes conseiller au ministère des Hydrocarbures? Non, je ne suis pas conseiller. Je ne suis pas conseiller. Je ne suis pas sur l'arrêté du ministre des Hydrocarbures. Je collabore sous une forme de consultance. Ok. Parce que ces discours que vous tenez aujourd'hui, quand je reviens encore peut-être 4-5 ans avant, vous n'aviez pas ces discours. Qu'est-ce qui a changé? Non, rien n'a changé. Moi, je suis Congolais avant tout. Et je me rends compte que les Congolais vivent dans une pauvreté abjecte et ne bénéficient pas de leurs ressources. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je regarde aussi autre chose. Ouais.
c'est que après une quinzaine d'années dans les négociations sur le climat, je regarde de manière objective et je vois que cela fait 2 ou 3 décennies que nous perdons le combat face à la déforestation. Chaque année, de manière inexorable, nous perdons environ 0,3% de notre forêt. D'aucuns estiment qu'en 10 ans, ça représente presque la superficie des Pays-Bas. Nous perdons le combat contre la déforestation. Cela implique que nous perdons le combat pour la préservation de la biodiversité. Cela implique que nous perdons le combat pour la conservation. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas les moyens de pouvoir combattre les moteurs de cette déforestation, qui ne sont pas dus à une politique agro-industrielle agressive comme au Brésil ou en Indonésie, où on rase la forêt pour faire de l'huile de palme, on rase la forêt pour faire du soja, on rase la forêt pour faire de l'élevage de bétail. Nous, la déforestation est due à des moteurs tels que l'agriculture de subsistance, itinérante sur brûlis. Des questions comme les besoins énergétiques. Les Congolais n'ont pas accès à l'électricité, donc ils se tournent sur la forêt. L'un des moteurs de la déforestation, c'est également la démographie. Un autre problème de déforestation, comme je l'ai dit, c'est une politique d'aménagement du territoire qui tarde à complètement faire autorité sur l'étendue du territoire. Alors, nous perdons ce combat, malheureusement. Et si nous continuons sur cette lancée-là, nous allons malheureusement continuer à le perdre. Parce que vous savez, moi j'ai été coordonnateur national de la coordination nationale RED+. C'est sous mon égide que nous avons finalisé notre stratégie cadre RED+, qui ensuite a été décliné en plan d'investissement. Le plan d'investissement quinquennal 2015-2020 visait à mobiliser $1 milliard. Vous savez combien on a mobilisé? Combien? 150 millions. Et on estime que de ces 150 millions, environ 30% sont arrivés sur le terrain. Parce que le reste va dans des frais de gestion, des agences internationales, des ONG internationales. Ça va dans des frais transactionnels, dans des salaires, des ateliers. Et sur le terrain, il y a peut-être 30% de cela. Donc, ce modèle-là... Donc, c'est l'argent de la première lettre avec CAFI. Je ne vais pas donner ce genre de détails, que ceux qui sont intéressés par la question puissent en parler. Parce que moi, je n'étais pas impliqué dans cette négociation-là. D'accord. L'argent, en tout cas, peine à venir. Et nous avons quelque part bradé notre souveraineté environnementale. Aujourd'hui, exploiter le pétrole, qui paraît être sale, alors que les pays développés l'exploitent. Total Energy, British Petroleum, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, les compagnies occidentales exploitent le pétrole. Ouais. C'est très clair. Donc, nous aujourd'hui, on voudrait également exploiter le pétrole et avoir les moyens de se réapproprier notre souveraineté environnementale. Est-ce qu'il n'y a que le pétrole ? Et peut-être que le pétrole que l'on essaye de montrer comme étant une ressource sale va nous aider à verdir notre développement. Parce que nous aurons les moyens effectifs de faire un saut qualitatif. On n'a pas vu ça se faire avec les mines. Comment voudriez-vous qu'avec les pétroles, ça va, vous êtes confiant que ça va se faire? Il faut que ça nous serve de leçon. Et il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Mais nos mines aujourd'hui, pour parler des mines, est-ce que vous savez que nous avons environ 60 à 75% des réserves mondiales de cobalt? Oui. Aujourd'hui, la RDC fournit environ 80% du cobalt au niveau international. Donc ce cobalt-là, qui va dans les batteries des véhicules électriques, qui va dans les batteries des systèmes solaires. Donc la RDC, avec ses minerais, participe à la transition écologique des grands pays industrialisés, participe à la décarbonisation de leurs économies. Mais dans l'entretemps, la population est toujours pauvre, bien que vous exportez 80%. C'est cela le paradoxe. Donc, moi, je pense que le point n'est pas au niveau. Le point n'est pas au niveau de la ressource elle-même, mais c'est plutôt au niveau de la gouvernance de cette ressource. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a du vrai là-dedans. Mais comment expliquer que Elon Musk aujourd'hui pèse 200 milliards de dollars avec Tesla, qui a le cobalt congolais dans ses moteurs, et que les zones d'où ce cobalt vient sont des zones de pauvreté? Est-ce que lui n'a pas le devoir moral de venir dire il faut que dans cette chaîne de valeur,
qui est une plus grande partie Non, pour mais la RDC. lui, c'est un exploitant, lui, c'est un commerçant, donc lui, il voit que ses intérêts. C'est plutôt au niveau de la RDC de pouvoir, de revoir qu'est-ce que je peux faire pour que les minéraux que je suis en train de vendre aient de la valeur. Et aujourd'hui, ça, la RDC dit, je me suis fait avoir sur cette affaire de minerais, je veux maintenant voir comment mieux négocier sur l'autre branche de l'industrie extractive. Qu'est-ce qui rassure que vous allez bien négocier? Écoutez, il faut toujours être optimiste, il faut toujours avoir un a priori positif, et on verra. Moi je pense que aujourd'hui on voit ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Angola, ce qui se passe en Guinée équatoriale. On voit que ces pays-là ont des budgets nationaux conséquents. Ces pays-là sont totalement indépendants face à... Mais l'Angola n'exploite pas dans les forêts, hein. C'est en offshore. Oui, c'est en offshore. Mais nous, on va exploiter dans les forêts, ne voyez pas qu'il y a une différence? Parce qu'on aura plus d'impact que les autres. Comme je disais, il faut en tout cas se détourner de ces idées qui sont préconçues. En offshore même, pour moi, c'est encore plus dangereux. En offshore, c'est encore plus dangereux. Parce qu'il y a énormément de pollution qui se fait au niveau de l'eau. Pour moi, lorsque l'on fait l'exploitation pétrolière aujourd'hui en forêt, il ne s'agirait pas d'arriver dans une zone et faire une coupe à blanc, tout raser, et puis commencer à faire le pétrole partout. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est arriver, identifier la ressource, de manière extrêmement chirurgicale, l'extraire et l'emmener vers l'exportation. C'est ça. Et à moins qu'il y ait un sabotage d'un pipeline, toutes les opérations se feront de manière plus ou moins propre. Le problème qu'il y a avec cela, c'est que les gens ont certaines craintes compte tenu des zones dans lesquelles ça se fera. C'est pour ça que je dis, avant de commencer à dire que nous allons complètement détruire tous ces espaces de biodiversité, il faut que l'on puisse faire des évaluations. Il faut que l'on puisse voir quelle est la situation actuelle, quel serait l'impact si l'exploitation se fait, comment réduire cet impact, et ensuite prendre la décision. Mais il faut qu'on mène au moins cette démarche. Mais je pense que c'était par là qu'on devrait commencer avant de lancer les appels d'offres. On va prendre un bloc qui a plusieurs centaines ou milliers de kilomètres carrés et faire une évaluation environnementale sur tout ça? Non. On fait l'évaluation environnementale sur l'endroit où on voit que l'exploitation va se faire. C'est comme si vous avez une parcelle. Elle a 100 mètres sur 100 mètres. Vous voulez faire un puits pour pouvoir forer de l'eau. Vous allez délimiter un espace d'1 mètre sur 1 mètre et vous allez voir quelles sont les fleurs qui sont là, où est-ce que je peux aller les replanter. Vous n'allez pas commencer à replanter les fleurs partout dans la parcelle. Mais en ce moment-là, il faut circonscrire. Oui. Il faut circonscrire l'espace où l'exploitation se fera. Et ensuite, sur cette zone-là, mais là, je me pose la question, je me pose la question que vous allez répondre. Oui. Comment le gouvernement congolais a délimité des carrés, des blocs, au moment où il ne sait pas qu'il y a de la ressource dedans et mettre ces blocs déjà en vente? Comme je disais, il y a des indices. Il y a des indices, c'est pour ça que c'est des blocs, c'est pour ça que c'est grand. Parce qu'on se dit, il y a des indices, on se dit, il pourrait en avoir là. C'est pour ça que ces blocs sont relativement grands. Et donc, avec les partenaires qu'on espère sérieux qui nous rejoindront, on verra maintenant comment, de manière plus précise, identifier où sont les espaces exacts. Et donc, ça se fait palier par palier. Donc, une cartographie assez large. Et à partir de là, on va commencer à aller de manière plus précise, de manière plus spécifique. Donc, si je comprends bien, on est encore à l'étape de l'exploration. Ah oui, mais pas encore arrivé à l'étape où on va vendre. Voilà, on est à l'étape de la prospection, de l'exploration. Et d'ailleurs, ces blocs ne sont pas vendus. Ces blocs sont... il y a un appel d'offres pour que les gens viennent pour pouvoir signer un partenariat et voir comment exploiter. L'idée que ces blocs sont vendus est une fausse idée. Ils ne sont pas vendus, ils sont alloués, si l'on veut. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il y a des partenaires qui sont intéressés? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une crise russo-ukrainienne
qui fait qu'il y a une raréfaction de certaines ressources en hydrocarbures, qui fait qu'il y a une hausse de prix et il y a une forte demande pour le pétrole. Et les gens vont aller là où le pétrole est moins cher. Il y a un produit il y a un pays comme le Venezuela qui a d'énormes réserves de pétrole. Mais son pétrole est très lourd et très cher à exploiter. Les gens aiment du pétrole qui a certaines caractéristiques qui permettent des faibles coûts en termes de raffinage. Si le pétrole congolais, on se rend compte qu'il est d'assez bonne qualité, je pense que les financements viendront. Et si les majors, les grandes compagnies ne viennent pas, il y aura des juniors qui viendront et qui probablement, s'ils sont en mesure de pouvoir démontrer qu'il y a des réserves, vont attirer ensuite l'attention des majors, mais qui devront maintenant sans doute les racheter à un prix plus élevé. Donc, moi je suis d'avis, n'étant pas expert du domaine, parce que je ne suis pas pétrolier, je ne suis pas dans le domaine, je ne suis pas ingénieur en hydrocarbures. En tout cas, j'anticipe que des compagnies viendront, grandes ou petites, et qu'une fois que le potentiel sera développé, les grandes vont affluer. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que le pétrole est exploité depuis beaucoup d'années sur Manda, mais on n'a pas vu la vie de Manda changer. On ne voit même pas l'impact de cette exploitation sur le budget national. Qu'est-ce que les nouveaux blocs vont changer? On parle de 23 000 barils jour. Si les nouveaux blocs sont exploités, puisqu'on parle de 22 milliards de barils, 66 milliards de normaux mètres cubes de gaz. Si ces ressources sont développées, on pourrait à moyen terme arriver à 1 million de barils jour. Alors, lorsqu'on parle de 23 000 barils jour, qui aujourd'hui représentent 4,5% du potentiel du pays en pétrole, hydrocarbures, mais qui contribue déjà à hauteur de 7 à 8% du budget national. Donc vous imaginez, si on produit 40 fois cette quantité, quel sera l'impact sur le budget national? C'est pour ça que je dis que le pétrole, qui est une ressource qui malheureusement produit des émissions de gaz à effet de serre, qui crée le réchauffement climatique. Le pétrole, malheureusement, il y a une forte demande aujourd'hui. Et si ce n'est pas la RDC qui le produit, c'est d'autres pays qui le produiront. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de pays développés qui ont déjà une responsabilité historique, qui se sont enrichis en exploitant les hydrocarbures, en exploitant le charbon, qui aujourd'hui produisent beaucoup de pétrole. Et ces pays-là ont une responsabilité historique de réduire leurs émissions et de faire montre de leadership climatique, comme ils font montre de leadership politique ou de leadership économique. Ces pays-là, malheureusement, ne le font pas. Mais ils disent à la RDC, non, vous ne pouvez pas exploiter votre pétrole. C'est un tout petit peu ce paternalisme-là qui met mal à l'aise. Et alors, ce qu'il y a de paradoxal également dans le potentiel d'exploitation du pétrole en RDC, c'est que ce pétrole-là ne sera pas majoritairement utilisé en RDC. Donc si vous voulez, ce pétrole est produit ici, avec un impact relativement faible, on espère, sur l'environnement, mais le pétrole va être utilisé ailleurs. Donc que la RDC produise son pétrole et que ceux qui sont vertueux ne l'achètent pas. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un président d'un pays développé qui avait traité l'Arabie Saoudite d'État paria, qui a été en Arabie Saoudite pour essayer de négocier avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Moi, je ne pointe personne du doigt. J'essaie juste d'un tout petit peu rappeler aux gens ce qui se passe dans le contexte international. Et donc, vous voyez, donc paradoxalement, le pétrole congolais ne va même pas polluer la RDC comme tel. Alors, autre chose, paradoxalement, ce pétrole-là va donner à la RDC les moyens de pouvoir avoir une meilleure action environnementale. Parce que si l'argent arrive dans les trésors publics, l'État aura le moyen, par exemple, d'assurer la protection de Virunga tout seul, au lieu d'aller demander à des fondations, au lieu d'aller demander à des bailleurs. L'État aura les moyens de pousser pour la transition écologique. Arrêter de faire du charbon de bois, faire du charbon de bois écologique. Ou alors, avec le méthane que nous avons dans le lac Kivu, le transformer en butane pour que ce soit un gaz de cuisson.
pour que les gens arrêtent d'utiliser le macala. Si je comprends bien, M. Tossi, c'est parce que les États-Unis sont allés demander à ce que l'Arabie Saoudite puisse doubler sa production, ou encore c'est parce que la Norvège a doublé la production de ses hydrocarbures, que la RDC s'est dit, bon voilà, parce que les autres le font, moi aussi je vais le faire. Non, c'est parce que les Congolais sont pauvres, il faut réduire la pauvreté des Congolais. C'est pour ça. C'est ça l'objectif premier. Okay. Les Congolais vivent dans une pauvreté abjecte. Il faut réduire cette pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. C'est ça l'objectif premier. Alors, maintenant, je comprends qu'il y a certaines préoccupations, mais il faut que cette discussion se passe de manière dépassionnée. Il faut qu'on puisse établir quels sont les faits. Et il faut également que nos amis qui reçoivent des subventions importantes de certaines fondations internationales ou de certains États occidentaux puissent également demander à ces gens-là de réduire leur empreinte carbone. Parce qu'on ne peut pas demander à la RDC d'éviter d'avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre et de protéger sa biodiversité, alors que ces gens-là eux-mêmes, à cause de la crise ukrainienne, à cause de la crise de Covid, sont en train de rouvrir les centrales de charbon, sont en train d'augmenter la production de pétrole. C'est quoi ce deux poids deux mesures? Là, je comprends, c'est les discours qu'avait tenu Madame la VPM pour dire voilà, il faut que les G20 puissent honorer son engagement ou ses engagements pris. Ouais. Mais bon, alors pour le G20, moi, je nuance un peu mon discours à moi parce que je pense que dans le G20, il y a des pays comme l'Indonésie, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, il y a des pays comme la Chine, l'Argentine, le Mexique. Ces pays-là n'ont pas la responsabilité historique des pays du G7. Donc ces pays-là sont des pays qui sont censés même recevoir des financements de la part des pays développés qui, eux, ont commencé à créer ce problème du climat, du changement climatique, à travers leurs émissions de gaz à effet de serre au milieu du XIXe siècle. Les pays du G20 que j'ai cités, à part le Mexique, sont avec nous dans le groupe des 77 de la Chine. Et il y a une espèce de solidarité qui nous lie. Le G20, c'est 2/3 de la population mondiale qui représente 80% des émissions globales. Il y a une certaine légitimité entre ces deux chiffres. Ils représentent un chiffre important de la population et ils représentent un chiffre important des émissions. Le problème, c'est plutôt le G7, qui lui représente les 7 pays les plus industrialisés du monde, qui représente 10% de la population mondiale, mais qui représente 30% des émissions globales. Donc il y a un problème d'équité et de justice climatique. Pourquoi eux, en tant que pays, peuvent prendre un plus grand espace atmosphérique pour se développer et pour avoir leur train de vie que nous? Donc, nos amis des ONG, qui fassent leur travail. Mais pourquoi vous attaquez souvent aux ONG? Je ne m'attaque pas à eux. Mais c'est eux qui sont montés au créneau. Okay. C'est eux qui sont montés au créneau. De manière extrêmement virulente. C'est leur travail, qu'ils le fassent. Mais ils doivent nuancer leurs propos et ils doivent également avoir des exigences vis-à-vis des partenaires qui les financent. Tossi Mpanou, négociateur senior climat pour la RDC, vous pensez que ce discours que vous tenez aujourd'hui ne va pas entamer votre carrière de négociateur demain? Possible. Comme je disais, moi, ça fait 15 ans que je mène cette négociation et j'arrive à certains constats. Je me rends compte que le financement climatique promis traîne à arriver. Je me rends compte que les pays prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Je me rends compte qu'en RDC, nous perdons le combat contre la déforestation. Donc aujourd'hui, en tant que Congolais qui veut soutenir une démarche visant à aider son pays à avoir les ressources pour réduire sa pauvreté, moi je n'en ai pas honte. Et d'ailleurs, quand nous allons dans cette discussion sur le climat, les amis d'Arabie Saoudite n'ont pas honte. Les amis du Venezuela n'ont pas honte. Comme je disais, nous devons sauver la planète.
et léguer à nos enfants une planète qui soit plus sûre que celle dans laquelle nous vivons. Mais en RDC, en RDC, la population vit dans une pauvreté abjecte. Et si ça continue, si les conditions, si nous continuons à avoir 75% de notre population qui vit avec moins de 1,9 $ par jour, demain il n'y aura plus de Congolais. Et donc il restera cet espace de méga biodiversité où les gens pourront venir faire du tourisme de luxe, mais où il n'y aura plus de Congolais. Et moi je refuse cela. Je veux que les Congolais puissent avoir droit à un mieux-être, et ce mieux-être passe par l'exploitation de nos ressources naturelles. Il y en a certaines qui aident à décarboner, telles que le cobalt, le lithium, le germanium ou le coltan. Et il y en a d'autres qui, jusqu'à ce qu'on trouve des solutions, des alternatives fiables, malheureusement contribuent un peu aux émissions de gaz à effet de serre. Mais la demande ne vient pas de chez nous. Chez nous, il y a une certaine demande en termes d'hydrocarbures. Et l'État, d'ailleurs, pour que le peuple ne puisse pas suffoquer, subventionne grandement le prix de l'essence à la pompe. Et ce carburant est importé, il coûte cher, il crée, il déséquilibre notre balance des paiements parce qu'il faut mobiliser des devises pour importer ce carburant. Et ensuite, une fois qu'il est ici, il faut subventionner le prix à la pompe. Ces subventions-là coûtent de l'argent. Tout cet argent pourrait aller dans des projets sociaux, des projets environnementaux. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une indépendance énergétique en produisant notre propre pétrole, en ayant un faible impact écologique dans cette production de pétrole, et on nous pointe du doigt. Comme je dis encore une fois, production du pétrole avec un faible impact écologique. Ce pétrole-là, lorsqu'il sera exporté, va être utilisé et va probablement créer des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas vraiment la responsabilité de la RDC. La RDC, elle, va produire son pétrole avec un moindre impact écologique environnemental possible. Et l'engagement qui est le nôtre, c'est celui de l'accord de Paris. Limiter nos émissions de 21% d'ici 2030. Et il faut qu'on le dise aux partenaires qui viendront. Nous voulons vous astreindre à un objectif de neutralité carbone. Si vous venez ici pour augmenter les émissions de la RDC, est-ce possible? Si vous venez ici pour augmenter les émissions, monsieur l'ambassadeur? Mais bien sûr, c'est possible. Green Gentleman qui devient aujourd'hui ambassadeur du pétrole. Non, je ne suis pas ambassadeur du pétrole. Je ne suis pas ambassadeur du pétrole du tout. Okay. Pour moi, en tant qu'environnementaliste, le pétrole devrait rester sous le sol. C'est ça, je voudrais. Mais je me rends compte qu'autour de moi, les gens prennent l'avion. Les gens vont en croisière sur la mer avec des bateaux qui utilisent des carburants. Les gens conduisent les voitures. Les gens utilisent des groupes électrogènes. Donc le pétrole est là. Et il est là malheureusement pour durer. Alors, cette fenêtre d'opportunité pour la RDC va commencer à se fermer. Parce qu'il y a une transition écologique à laquelle les minerais de la RDC participent. Et il y a une forêt de la RDC, 155 millions d'hectares, une forêt luxuriante, tropicale humide, qui joue un rôle de poumon de la planète. Donc la RDC a une forte contribution face à ce problème du climat. La RDC est un pays solution. Maintenant, la RDC veut se créer un petit couloir pour pouvoir essayer de réduire la pauvreté de sa population en exploitant une ressource qu'elle semble avoir. Je pense que, en toute souveraineté, en toute responsabilité, la RDC a ce droit-là. Et si les gens veulent punir la RDC, ils n'ont qu'à pas acheter ce pétrole. Mais ce pétrole va être acheté. Donc c'est pour ça que je dis, vous êtes sûr? Il faut qu'on arrête avec cette grande hypocrisie. Parce que moi j'étais avec certains qui disent que les entreprises qui vont se mettre à acheter ces pétroles, nous allons créer des problèmes avec ces entreprises au point qu'elles ne puissent pas venir en RDC pour cela. Je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir ça. Parce qu'il faut qu'on arrête avec cette approche manichéenne où on dit vous pouvez soit préserver la forêt, soit produire le pétrole. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut produire le pétrole
tout en protégeant la forêt. Donc il faut qu'on arrête Mais de l'Amazonie mettre, il faut qu'on arrête de mettre devant n'a pas ce fait ça. dilemme. On voit que la forêt est en train de partir au détriment d'autres ressources. Ça Oui, peut mais risquer aussi d'être la même chose avec la RDC. ça peut être la même chose si on s'engage mal dans ce virage. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, nous voulons pouvoir bénéficier des meilleures expériences qui se sont faites ailleurs et éviter les erreurs qui se sont faites ailleurs. Donc nous sommes désireux de cela. Nous sommes ouverts. C'est pour ça que lorsque nous voyons la levée de boucliers qu'il y a, ici et là, cela nous attriste un peu. Mais quelles sont les garanties Oui. que vous avez que tout va se passer comme vous le pensez? Mais écoutez, soit on est spectateur et on laisse les choses se faire n'importe comment, soit on essaie de s'impliquer le plus en amont possible de ce processus, donner des conseils, des orientations, demander qu'il y ait de fortes exigences en termes de sauvegarde environnementale, s'assurer qu'au niveau social, il y ait un fonds pour les générations futures qui soit établi et bien abondé. C'est des discussions qu'il faut faire. Les gens se plaignent que cette démarche ait été faite de manière un peu unilatérale, sans qu'il y ait consultation. Maintenant qu'on s'implique pour essayer de dire comment les choses devraient se faire, les gens commencent à me traiter de tous les péchés. Finalement, vous êtes mal vu par vos collègues de lutte, qui pensent que vous avez viré, vous avez... En fait, vous êtes à la quête du travail. En fait, depuis l'article du New York Times qui est apparu en début de semaine, la semaine dernière plutôt, j'ai eu plus de messages de soutien que de messages d'attaque. Ah bon? Oui. Beaucoup de collègues qui sont dans la négociation climatique avec moi m'ont dit on comprend ce que votre pays essaie de faire. On comprend, il y a des arguments. Il faut simplement aller dans une démarche pédagogique. Il faut sensibiliser les gens. Mais les gens comprennent, les gens ne sont pas si cyniques que ça. Mais je pense que la RDC doit renoncer aux 500 millions pour lesquels il avait signé. Mais justement, il doit renoncer carrément. Justement, il y a moyen de faire les deux en même temps. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La RDC va renoncer, pourquoi? Puisqu'il s'agit de stopper la déforestation et pouvoir l'inverser. Ces 500 millions-là, c'est ça l'objectif. Le pétrole ne va pas déboiser la RDC. Les mines déboisent la RDC. L'agriculture déboise la RDC. Le pétrole ne va pas déboiser la RDC. Okay. Donc il faut que les gens arrivent à structurer leur compréhension de cette thématique. Okay. Le pétrole, il y a des blocs qui empiètent sur des aires protégées. C'est vrai. La loi congolaise sur la conservation de la nature est très claire. On ne peut pas faire d'activité là. Mais il faudra faire des activités en dehors des aires protégées. La manière dont le pétrole est produit, on identifie là où il y a la réserve. On va, à travers un forage, extraire le pétrole et on l'exporte. Sans toucher à l'air protégé, à la biodiversité. En tout cas, nous, on ne va pas aller là où il y a l'air protégé. Quand vous dites vous... Bon, quand je dis nous, je parle de l'État en général. Et je devrais peut-être parler avec un peu plus de distance, effectivement. Monsieur l'ambassadeur, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC avec le pétrole? Je pense que si jamais nous allons dans une bonne discussion, dans une bonne négociation, dans le cadre des CPP, les contrats de partage de production, qui bien entendu donnent des dispositions différentes dépendamment des paliers de production. Ou par exemple, vous pouvez commencer jusqu'à 25 000 barils ou 50 000 barils. La compagnie qui investit prend par exemple 60%, vous avez 40%. Vous augmentez, vous allez au palier au-dessus. La compagnie qui produit prend 55%, vous avez droit à 45%. Vous dépassez 100 000 barils, vous avez 60%, eux ont 40%. Si on va dans une négociation transparente, une négociation où on s'assure que l'intérêt du pays est défendu et qu'on arrive à des quantités importantes de production de pétrole, l'État pourrait effectivement avoir des moyens substantiels pour pouvoir réduire la pauvreté, pour pouvoir protéger l'environnement. À travers nos ressources, qui encore une fois est perçue comme n'étant pas propre et n'étant pas en adéquation avec l'environnement. Et c'est ça le paradoxe. Et si l'État n'arrive pas à avoir ces moyens,
il va arrêter l'exploitation du pétrole sur l'étendue de la RDC? Écoutez, déjà, il faut... Parce que les gens qui font les investissements pour produire le pétrole, ils regardent exactement ce qui se passe au niveau international. Il y a par exemple un prix du baril qui aujourd'hui oscille entre 100, qui s'il s'effondre, l'opération ne sera plus viable. À ce moment-là, c'est peut-être pas intéressant de produire le pétrole à ce moment-là. À ce moment-là, on arrête, on attend. Et si c'est le cas, ce sera malheureusement un scénario un peu malheureux, enfin un scénario heureux pour les environnementalistes qui verront que le pétrole de la RDC n'est pas produit, alors que bon, on sait que les grands producteurs sont à 10 millions de barils, 5 millions de barils, 3 millions de barils, mais on dira enfin, le pétrole de la RDC n'est pas produit et ça va sauver la planète. Ils seront contents, sans doute, mais dans un tel scénario où le prix du baril est trop bas, ce ne sera peut-être pas viable de produire. Mais aujourd'hui, avec la forte demande qu'il y a fort à parier que le prix du baril restera à un niveau où ce sera intéressant de produire. Et si le contrat de partage de production est bien négocié, la RDC en tout cas pourra se retrouver. Alors pour tourner ces chapitres, on peut paraphraser en ces termes, la RDC n'a pas pour vocation de sauver la planète. Je voudrais tourner cette formule. Sauver le climat de la planète n'est pas une responsabilité qui devrait incomber à la RDC seule. Ok. Très bien. COP27, vous n'êtes pas dans l'organisation. Pourquoi vous avez été... La COP27 ou la pré-COP27? La pré-COP27. La pré-COP, oui. Vous n'êtes pas, donc il y a vous qui êtes dehors, il y a Emem Boubi qui est dehors. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Emem Boubi est dehors. Bon, j'ai appris ça. Je n'étais pas au courant. Écoutez, non, moi je suis souvent dans la province du Lualaba en ce moment. Mes séjours quinois sont rares, sont ponctuels, sont assez courts. Et donc je n'ai pas vraiment été disponible pour vous avez été contacté davantage pour participer? Bon, écoutez, je suis en discussion avec les collègues du ministère. De temps à autre, avec elle-même, la VPM. De temps à autre, on donne des conseils informels. Voilà. C'est comme si l'écran ne passe pas entre vous et la VPM. Ça, c'est l'impression que j'ai. Vous savez, c'est une maman. On a le respect des mamans dans notre tradition. Moi, j'ai son numéro. Je peux lui envoyer un message à tout moment. Elle répondra. D'accord. Alors, les travaux de la pré-COP, c'est dans un mois pratiquement. Oui. Vous allez participer? Probablement pas au volet scientifique. Le volet scientifique au mois de septembre, probablement pas. Mais en tant que président du SUBSTA, je suis président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. En général, lors de ces pré-COP-là, les présidents des deux organes subsidiaires sont invités. Et donc je présume qu'en cette qualité-là, je devrais normalement participer. Monsieur l'ambassadeur, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Bon, vous êtes déjà un habitué de ces plateaux et vous savez comment ça se passe. Merci de nous avoir accordé ces temps et pour ces échanges aussi. Donc déjà, vous êtes en route pour Kolwezi, c'est ça? Oui. Donc vous êtes beaucoup plus devenu minier que... Disons que je travaille sur la formalisation de l'exploitation artisanale de cobalt. Ah, d'accord. Oui. Parce que le cobalt, vous savez, la RDC est le premier producteur mondial avec une production d'environ 100 000 tonnes qui représente 75 à 80% de la production mondiale quand même. Et cette production-là est faite de manière industrielle. Mais à côté de cela, la RDC est le deuxième producteur mondial de cobalt également à travers la production artisanale qui, elle, pose certains problèmes. Parce qu'on trouve des enfants, des femmes enceintes, des personnes vulnérables parfois dans les mines, parfois les conditions de travail ne sont pas bonnes. Et donc moi je travaille dans un projet pour formaliser cela, permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions, être bien équipés et répondre à certains standards pour que ce cobalt-là puisse être commercialisable. Parce que beaucoup d'utilisateurs finaux aujourd'hui ne veulent plus acheter le cobalt artisanal. Or,
il est là, il est sur le marché. Et donc la RDC doit pouvoir l'utiliser également comme un levier pour générer des ressources. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et le cobalt, encore une fois, on ne doit pas dire « Ah, l'environnementaliste est allé se salir les mains dans les mines ». Ce cobalt-là est utilisé dans les véhicules électriques, est utilisé dans les systèmes solaires, est utilisé pour décarboner les mix énergétiques, pour que les gens se détournent du charbon, du pétrole, que les gens se détournent du nucléaire. Hein, donc voilà. Donc, en travaillant dans cette formalisation de la filière artisanale du cobalt, on continue à défendre la cause environnementale. Merci beaucoup Tossi pour tous ces moments passés ensemble sur ce plateau. Ça a été un plaisir de vous recevoir et j'espère que nous allons voir comment les choses vont évoluer et puis peut-être que nous aurons le temps de vous avoir encore une fois de plus pour faire les points sur l'état d'avancement du processus de lancement des appels d'offres sur les carburants de la RDC. Toujours un plaisir de répondre à vos rendez-vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous fixe rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.